Après avoir dépensé mes économies pour la sauver, ma femme me quitta et ma fille prit son parti. Ce que je fis ensuite leur appris, de la manière la plus impitoyable possible, le prix de trahir celui qui avait toujours été là. Le jour où j'ai pu dire, pour la première fois, que je n'avais aucune culpabilité, ma vie a vraiment commencé. J'ai 47 ans et j'ai été marié à Evelyne, 46 ans, pendant 23 ans. Notre histoire a commencé lorsque nous étions encore jeunes, persuadés que construire une vie ensemble suffirait à éloigner n'importe quelle tempête. Nous avons une autre fille aînée, Salomé, qui a eu 19 ans au printemps dernier, et Adrien, qui vient d'avoir 17 ans. Nous étions cette famille typique de banlieue pavillonnaire, avec ses barbecues le week-end dans le jardin, ses devoirs scolaires, ses disputes pour savoir qui devait sortir la poubelle et ses routines qui, bien qu'imparfaites, étaient les nôtres. Pendant des années, Evelyne a travaillé comme infirmière au CHU de la région, mais elle a réduit ses heures quand les enfants étaient petits et, il y a environ 8 ans, elle a complètement quitté son emploi. Elle disait vouloir se consacrer à la maison et aux enfants, et je ne l'ai jamais remise en question. Mon salaire était suffisant, et l'avoir à s'occuper de tout me facilitait grandement la vie. Mais tout a basculé un mardi après-midi. Ce jour-là, alors qu'elle se rendait à un cours de yoga qu'elle avait commencé à fréquenter, elle a encastré la voiture dans une barrière en béton à près de 100 km/h. L'appel est venu de l'hôpital où elle travaillait autrefois. Une ancienne collègue l'a reconnue à son arrivée. Elle avait subi de multiples blessures, des fractures, une hémorragie interne. Elle a eu besoin d'une chirurgie immédiate. Je me souviens d'avoir pris les clés et d'avoir conduit, dépassant toutes les limites de vitesse possibles. Les médecins ont dit qu'elle avait eu de la chance. Ce mot, chance, a sonné presque comme une provocation. Le bassin était brisé, plusieurs côtes cassées, un traumatisme crânien. Pourtant, elle était en vie, et avec suffisamment de rééducation, peut-être qu'elle remarcherait. Ce peut-être est resté dans ma tête comme une menace constante. J'ai appelé les enfants. Salomé a pris le train depuis la ville où elle étudiait pour venir à l'hôpital et Adrien est parti plus tôt du lycée. Nous avons passé des heures, puis des jours, dans la salle d'attente à entendre des termes que je n'aurais jamais imaginé entendre. Critique, instable. Nous allons voir comment elle évolue. Le 5e jour, Evelyne a ouvert les yeux. Elle était confuse, en douleur, mais vivante. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, tant le soulagement était immense. Les factures médicales sont arrivées avant même qu'elle ne sorte du service de réanimation, et c'est là que j'ai découvert le vrai sens du mot dévastateur. Bien que nous ayons la sécurité sociale et une bonne mutuelle, certains dépassements d'honoraires et les frais d'un centre de rééducation privé n'étaient pas entièrement couverts. La police d'assurance avait toujours été suffisante car nous n'avions jamais rien affronté de grave. Le coût de l'accident a été brutal. Des milliers d'euros pour l'intervention du SAMU et les urgences, 32 000 euros pour la première chirurgie, plus 20 000 pour la seconde. Le service de soins intensifs accumulait les frais jour après jour, rééducation, thérapie, médicaments, consultations spécialisées. Finalement, j'ai vidé notre livret A, j'ai débloqué une partie de mon plan d'épargne entreprise, j'ai poussé les limites des cartes de crédit au maximum, et je n'ai jamais hésité. C'était ma femme, la mère de mes enfants. Quand quelqu'un que vous aimez se bat pour remarcher, l'argent cesse d'exister. Après 3 semaines, Evelyne est rentrée à la maison. J'ai pris un congé sans solde pour m'occuper d'elle à plein temps. Je l'aidais à se lever, je l'emmenais aux toilettes, je cuisinais, j'organisais les médicaments, je la conduisais à chaque séance de kinésithérapie. Salomé venait le week-end pour aider, et Adrien faisait ce qu'il pouvait après les cours. Pendant le 1er mois, Evelyne montrait de la gratitude. Elle disait qu'elle ne savait pas comment elle aurait supporté tout ça sans moi, mais la rééducation a été très dure. Pourtant, à la 6e semaine, elle marchait déjà dans la maison sans aide, et à la 8e semaine, elle avait presque retrouvé une vie normale. C'est là que les choses ont commencé à changer. Elle est devenue silencieuse, distante. Elle passait des heures à envoyer des messages. Quand je lui ai demandé avec qui elle parlait, elle a dit que c'était un groupe de soutien pour les survivants d'accidents. Cela semblait logique, alors je n'ai pas insisté. Puis elle a commencé à sortir plus souvent. D'abord pour des consultations médicales, puis des cafés avec des amis, et plus tard de longues sorties avec des personnes qui faisaient soi-disant partie de ce groupe. Je la soutenais, je croyais qu'elle avait besoin de se défouler, de trouver des gens qui comprenaient ce qu'elle avait vécu. Pendant ce temps, Salomé continuait ses études à l'université.
Adrien poursuivait sa routine au lycée et j'étais retourné au travail pour affronter la montagne de dettes. Mais Evelyne n'était plus la même. Il y avait une froideur dans sa façon de parler, une distance calculée, une intention de m'éloigner sans le dire directement. Après 23 ans, je connais ses gestes, ses silences, ses humeurs. Ce n'était ni de la fatigue, ni un traumatisme, ni un effet émotionnel de l'accident, c'était autre chose. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Elle disait toujours que j'exagérais ou que j'imaginais des choses. 3 mois après l'accident, elle pouvait déjà vivre normalement. Les médecins appelaient cela presque un miracle, mais émotionnellement, c'était comme si une autre personne était revenue. Puis le jour où tout s'est confirmé est arrivé. 4 mois after l'accident, Evelyne a demandé une réunion de famille. C'était un samedi. Salomé était à la maison et Adrien était dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Elle m'a demandé de l'appeler car elle voulait nous parler à tous ensemble. J'ai pensé que ce serait un résultat médical, un effet tardif ou peut-être qu'elle voulait parler de la dette qui nous étouffait. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle semblait trop calme, ce qui n'a fait qu'augmenter mon inquiétude. Elle a commencé par dire qu'elle avait réfléchi à la vie après l'accident, qu'elle avait failli mourir, qu'à l'hôpital elle avait pensé aux expériences qu'elle n'avait jamais eues et à tout ce qu'elle avait sacrifié en se mariant si jeune. Et puis, elle l'a simplement lâché. Je veux le divorce. Les mots m'ont frappé avec une force que je n'ai pas su gérer. Salomé est restée bouche bée, incapable de parler. Adrien a levé les yeux de son téléphone comme s'il avait entendu quelque chose d'impossible. Je n'ai pu que demander, quoi? Elle m'a regardé comme si j'interrompais une décision prise depuis longtemps. Je veux le divorce, a-t-elle répété avec la même tranquillité qu'on demande un café. Je n'aurais jamais imaginé entendre une chose pareille dans ma propre maison. Evelyne m'a regardé avec une froideur que je ne reconnaissais pas et a dit sans aucun tremblement dans la voix, je peux me débrouiller seule maintenant. Je suis rétabli et j'ai réalisé que je ne veux plus continuer à gâcher ma vie dans un mariage qui ne me satisfait pas. La façon dont elle a dit gâcher ma vie m'a transpercé la poitrine. Quand j'ai essayé de répondre, ma voix est sortie plus aiguë que la normale. Gâcher ta vie, Evelyne. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle avait répété chaque mot. Je me suis marié à 23 ans. Tu as été le seul homme avec qui j'ai été. Je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter quoi que ce soit, de vivre comme je le voulais vraiment. L'accident m'a ouvert les yeux. Je ne vais pas me contenter de quelque chose qui ne me rend plus heureuse. Ce me contenter m'a brûlé de l'intérieur. J'ai senti le sol trembler quand j'ai compris qu'elle disait tout ça devant nos enfants. Je me suis tourné vers eux. Salomé était figée, ne sachant où regarder. Adrien ne s'y est pas, essayant de comprendre si c'était réel. Tu es en train de dire que tu veux détruire notre famille parce que tu as l'impression d'avoir manqué quelque chose, ai-je demandé, incrédule. Je suis honnête avec mes besoins, a répondu Evelyne comme si c'était simple. Je veux rencontrer de nouvelles personnes, sortir, explorer ce que le monde a à offrir. J'en suis arrivé là après tout ce que j'ai vécu. Je le mérite. Je l'ai regardée, cherchant une trace de la femme dont j'avais pris soin pendant des mois. Quand elle était hospitalisée, quand elle ne pouvait pas se lever seule, j'étais là. J'ai payé chaque facture, organisé chaque consultation, transformé toutes nos économies en sa guérison sans hésiter. Après avoir dépensé toutes nos économies pour te soigner, après m'être occupé de toi jour et nuit, tu dis que tu veux partir parce que maintenant tu vas bien, ai-je demandé, stupéfait. C'est toi qui as décidé ça, a-t-elle répondu sans ciller. Je ne t'ai jamais rien demandé. Pendant un instant, personne n'a parlé. Adrien observait sa mère comme si elle était une étrangère et Salomé regardait de l'un à l'autre avec le visage tendu. Maman, dit Salomé à voix basse. D'où vient tout ça? Evelyne a essayé d'adoucir son ton, même si ce n'était que minimalement. Ma chérie, tu es jeune, tu comprendras avec le temps. Parfois, les gens changent. L'accident m'a fait réaliser que je n'ai pas besoin de rester piégé dans quelque chose qui m'éteignait. Salomé l'a alors regardé fixement. Alors, tu t'en vas? A-t-elle demandé. Ton père s'en sortira, a répondu Evelyne. Mais moi, j'ai besoin de plus que de m'en sortir. J'ai besoin d'émotion. J'ai besoin de sentir que je suis vivante. J'ai été au bord de la mort. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à me sentir piégé dans la routine.
Chaque mot était comme un coup. La façon dont elle nous effaçait simplement, comme si rien de ce que nous avions construit n'avait d'importance. Je voulais que Salomé voie l'absurdité, qu'elle dise quelque chose, mais elle s'est tournée vers moi. Papa, tu es égoïste. Je n'arrivais pas à y croire. Pardon? Maman a failli mourir. Elle s'est battue, et au lieu de la soutenir, tu ramènes tout à toi. Comme toujours. J'ai senti un vide dans mon estomac. Arrête d'exagérer, a-t-elle rétorqué. Rien n'est aussi dramatique que tu le fais paraître. Elle veut juste être heureuse. Quel est le problème avec ça? Tu devrais être assez mature pour l'accepter sans faire une scène. C'était comme si j'étais un intrus dans ma propre maison, comme si ma fille me regardait avec le mépris d'une étrangère. Tu es sérieuse? Tu es de son côté, ai-je demandé. Il ne devrait pas y avoir de camp, papa. Cela fait partie de la guérison de maman. C'est toi qui compliques tout. C'est épuisant, égoïste, contrôleur. Les mots de ma fille, pendant qu'Evelyne parlait de divorce sans aucune pudeur. Alors Adrien s'est levé d'un coup. Vous êtes devenus fous tous les deux, a-t-il dit en regardant d'abord sa mère. Maman, tu fais vraiment ça? Papa a été avec toi tous les jours, il s'est endetté pour toi et maintenant tu veux partir parce que tu veux sortir avec d'autres hommes. Adrien, ce n'est pas comme ça, a tenté de dire Evelyne. C'est exactement comme ça. C'est exactement ce que tu as dit. Et toi, il s'est tourné vers Salomé, tu vas traiter papa d'égoïste. C'est lui qui a soutenu cette famille pendant que maman veut maintenant la détruire parce qu'elle veut vivre des aventures. Ne me parle pas comme ça, a réagi Salomé, rouge de colère. Tu ne comprends rien. Tu n'es qu'un enfant. Je comprends que maman se comporte horriblement et que tu la soutiens juste parce que tu es pareil. Salomé s'est levée, furieuse, tremblante. Reste là avec tes bêtises, Adrien. Ça suffit, a tenté d'intervenir Evelyne sans aucune autorité réelle. Puis elle m'a regardé comme si j'étais responsable du chaos. C'est pour ça que je voulais parler en famille, pour avancer, pour agir comme des adultes. Je me suis levé, j'ai remarqué que mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. Tu veux aller de l'avant? Parfait. Toi et Salomé, vous pouvez quitter ma maison. Evelyne a cligné des yeux. Pardon? Tu m'as bien entendu? Tu veux divorcer? Tu veux expérimenter? Tu dis que tu peux te débrouiller seul. Alors fais-le dehors. Papa, a tenté Salomé. Toi aussi. Si tu penses que ta mère a raison, si tu penses que je suis le problème, tu peux partir avec elle. Tu ne peux pas nous mettre dehors, s'est exclamée Evelyne. Cette maison est aussi à moi. Nous en discuterons lors du divorce. Mais aujourd'hui, vous partez. Vous prenez vos affaires et vous partez toutes les deux. Tu es contrôleur, a pleuré Salomé. C'est exactement ce que maman disait. Alors tu devrais être heureuse de partir avec elle, ai-je répondu. Allez. Accompagne ta mère pendant que vous construisez cette nouvelle vie. J'ai regardé Evelyne. Tu as 1 heure. Prends ce qu'il faut pour quelques jours. Le reste, nous le réglerons avec des avocats. Adrien s'est mis à côté de moi, les bras croisés. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas complètement seul. J'ai vu Evelyne et Salomé partir ce soir-là. Je les ai observés prendre leurs affaires. Salomé m'insultant entre deux sanglots et Evelyne me regardant comme si j'avais détruit quelque chose qu'elle avait elle-même dynamité. Quand la porte s'est finalement fermée, Adrien m'a regardé. Ça va? Non, ai-je admis, mais ça va aller. Ce soir-là, après qu'Adrien se soit endormi, j'ai pris une décision. Si Evelyne voulait un divorce comme ça, si soudainement, il devait y avoir autre chose derrière. Personne ne détruit 23 ans de mariage sans raison. Je suis allé à l'ordinateur que nous partagions, celui qu'elle utilisait quand son téléphone chargeait, et j'ai commencé à chercher. Pendant longtemps, j'ai cru connaître chaque recoin de la vie qu'Evelyne et moi avions construite. Je croyais que, malgré les disputes, les années difficiles et les fardeaux que nous portions tous les deux, il y avait une base solide. Mais cet après-midi-là, assis devant son ordinateur, avec sa session encore ouverte, comme si cacher quelque chose ne lui était jamais venu à l'esprit, j'ai compris que je n'avais aucune idée de qui était la femme avec qui j'avais vécu tant d'années. Trouver les messages a pris moins de temps que de préparer un café, 10 minutes, peut-être moins.
Pas de mot de passe complexe, pas de vérification en 2 étapes, aucune précaution. C'est ce qui m'a le plus choqué, pas le contenu, mais à quel point elle s'en fichait de le cacher. Et en entrant dans les conversations, j'ai tout de suite compris pourquoi. Le nom de Bastien apparaissait à plusieurs reprises, comme une ombre qui avait toujours été là, invisible pour moi. Selon les dialogues, ils s'étaient rencontrés dans le groupe de soutien, ce qui, apparemment, avait plus servi d'excuse que de véritable thérapie. Il était clair que cet environnement était devenu un terrain fertile pour des relations inappropriées, et la leur avait grandi à une vitesse insultante. En parcourant l'historique, j'ai réalisé que ce n'était ni une erreur de parcours, ni une aventure impulsive. Ils échangeaient des messages depuis 3 mois. Exactement au moment où Evelyne a commencé à s'éloigner de moi avec des excuses variées, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle voulait se sentir vivante, qu'elle voulait retrouver son indépendance. À ce moment-là, je pensais que cela faisait partie du processus émotionnel post-accident, mais maintenant je comprenais qu'elle préparait son départ. Ce qui m'a vraiment détruit, ce ne sont pas les messages romantiques, ni les photos, ni les insinuations. C'est de découvrir qu'ils avaient tous les deux planifié avec une précision presque chirurgicale chaque étape pour se séparer de moi sans laisser de traces. Le bon moment, comment manipuler le récit, comment me faire sentir coupable. Tout était soigneusement tracé. Il y avait des messages que j'ai encore du mal à croire aujourd'hui. L'un d'eux, envoyé par Evelyne 6 semaines auparavant, disait « Je profite de cette convalescence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. Quand les médecins me donneront le feu vert et que je pourrai partir sans remords, je m'en irai. Avant ça, il doit absolument tout payer. » Je ne suis pas idiote. J'ai lu ce texte plus de 10 fois, essayant d'absorber le niveau de calcul, la froideur derrière chaque mot. 2 semaines avant, elle en avait écrit un autre. Je n'arrive pas à croire qu'il a demandé des prêts, vidé les économies et qu'il paie chaque facture sans poser de questions. Il fait pitié. Je devrais me sentir coupable, mais honnêtement, je l'ai toujours vu comme un plan de secours. J'ai besoin de cet argent pour la suite. Bastien répondait avec enthousiasme, presque en célébrant. Tu as raison. Profite de tout ce que tu peux et ensuite, disparaît. Ce type vit pour faire plaisir, il ne va même pas comprendre ce qui s'est passé. Et Evelyne, comme si elle commentait la météo, concluait. Je sais exactement qui il est. Il m'est utile tant que ça dure. Quand on me donnera mon congé, je ne regarderai même pas en arrière. J'ai déjà perdu trop d'années à prétendre aimer quelqu'un qui ne vaut rien. Je suis resté immobile, sentant mon monde se briser en deux. Tout ce que j'avais fait pour elle, les nuits à l'hôpital, l'épuisement, les prêts, les fois où j'avais renoncé à acheter quelque chose pour moi parce que l'argent pouvait l'aider, tout cela se réduisait dans sa tête à un simple calcul. Chaque geste que je croyais significatif pour nous deux n'était finalement qu'un outil qu'elle avait utilisé sans vergogne pendant qu'elle construisait une vie parallèle. Il y avait des photos, des vidéos, des conversations sur des déménagements, des comptes joints, des plans de voyage, des itinéraires. Bastien, fraîchement divorcé et avec un peu d'argent, était l'avenir qu'Evelyne désirait tant. Moi, par contre, n'étais que le pont, son moyen, son distributeur automatique, émotionnel et financier. J'ai fait des captures d'écran de tout, non par vengeance à ce moment-là, mais parce que j'avais besoin de preuves que je ne perdais pas la raison. J'avais besoin de confirmer que ce que je voyais n'était pas une exagération causée par le choc. J'ai gardé chaque preuve, message, photo, conversation, date, jusqu'aux captures du profil de Bastien pour avoir la chronologie complète des événements. Et puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la deuxième décision la plus importante de cette semaine, examiner nos finances. Je savais que nous avions un compte joint, mais je me souvenais aussi qu'Evelyne avait toujours gardé son compte personnel, celui qui, selon elle, était sa sécurité émotionnelle. Je ne l'ai jamais remis en question. Pour moi, il était sain que chacun ait son indépendance, mais ce que j'ai trouvé m'a fait réaliser que j'avais été le seul à soutenir cette maison pendant qu'elle accumulait un matelas financier pour s'enfuir. Parmi ses affaires, j'ai trouvé ses relevés bancaires organisés dans des dossiers accessibles à n'importe qui. Elle n'a jamais imaginé que je vérifierais ça, et c'était là. 30 000 € sur son compte personnel. De l'argent qu'elle n'avait jamais touché, même quand j'avais dû demander des prêts pour payer ses chirurgies, ses thérapies, ses consultations médicales. Pendant que je vidais mes économies et jonglais avec les cartes de crédit, elle épargnait sans une once de remords. La rage que j'ai ressentie n'a pas été explosive. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé.
C'était un froid glacial qui a parcouru mon corps, une clarté douloureuse. Evelyne m'avait utilisé dès le premier jour après l'accident. Il n'y avait pas d'amour, pas de gratitude, seulement du calcul. Le lundi matin, sans hésiter, j'ai pris rendez-vous avec un avocat et là, pendant que nous discutions, j'ai réalisé quelque chose que j'avais complètement effacé de ma mémoire, le contrat de mariage. Evelyne avait insisté pour que nous le signions avant le mariage pour protéger l'héritage de ses parents. Moi, amoureux, j'avais accepté sans poser de questions. Je n'avais rien à cacher ni à protéger. L'accord stipulait un régime de séparation de biens. Ce qui était à elle resterait à elle et ce qui était à moi resterait à moi, à l'exception d'une clause oubliée. Si l'un des deux commettait l'adultère, le juge pouvait en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial et l'attribution de dommages et intérêts. Mon avocat a mentionné cela avec un calme professionnel, mais pour moi, c'était comme voir toutes les pièces d'un puzzle s'emboîter enfin. La stratégie qu'Evelyne avait créée pour protéger son propre argent se retournait contre elle à cause de sa propre trahison. Présentez tout, ai-je dit fermement. Je veux la demande de divorce pour faute, l'inventaire des biens, la requête formelle, tout. Je veux qu'elle reçoive les documents avant vendredi. Avant de partir, l'avocat a posé une question sur Salomé. Ma fille est majeure, ai-je répondu, mais je veux mettre à jour mon testament. Je veux la retirer complètement. C'est votre droit, a-t-il confirmé. Et nous allons inclure une clause pour qu'elle ne puisse pas le contester. Parfait. Tout ira à Adrien. Je suis sorti du cabinet en me sentant pour la première fois depuis des mois maître de ma vie. Le jeudi, Evelyne a finalement été notifiée par huissier de justice. Elle vivait avec Salomé dans un appartement qu'elles avaient loué ensemble. Je l'ai su parce qu'Adrien, qui essayait encore de garder le contact avec sa sœur, me l'a raconté. Il tentait de la convaincre de voir la réalité, mais elle semblait avoir aveuglément adopté la version de sa mère. 30 minutes après avoir reçu les papiers, Evelyne m'a appelé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi allègues-tu un adultère? Tu veux t'attaquer au contrat de mariage? C'est de la folie. Appelle-moi maintenant. Nous devons parler. J'ai effacé sans écouter jusqu'au bout. Elle a rappelé, et encore. Puis ce fut Salomé. J'ai bloqué les notifications. Ce soir-là, Adrien est apparu à la porte de ma chambre, inquiet et épuisé. Salomé a dit que tu accuses maman à tort, a-t-il murmuré. Rien de tout ça n'est faux. J'ai des preuves de tout. Je sais, a-t-il admis. Je le lui ai dit, mais elle ne veut pas écouter. J'ai posé les mains sur la table et j'ai respiré profondément. Ce n'est plus mon problème. Adrien a hésité, comme s'il anticipait déjà ce qui allait suivre. Elle a demandé si tu serais prêt à lui parler. Non, ai-je répondu sans détour. Il m'a regardé avec un mélange de tristesse et de résignation. Papa, tu as toujours été avec moi, mais Salomé. Elle a fait son choix. Et maintenant, les jeux interrompus, elle doit en assumer les conséquences. Evelyne et Salomé avaient franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginé qu'elles franchiraient, mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, lors d'une discussion tendue, Salomé m'a traité d'égoïste et de manipulateur pour ne pas avoir soutenu la relation que sa mère avait commencée en secret. Elle a dit que si je ne l'acceptais pas, c'est parce que je voulais contrôler leur vie. Quand elle a choisi de se ranger complètement du côté de sa mère, j'ai compris que je devrais faire face à ce qui viendrait. Peu de temps après, Adrien est rentré du lycée en m'observant avec inquiétude. Il a posé son sac à dos par terre et a pris une profonde inspiration avant de parler. Papa, Salomé a découvert pour le testament, a-t-il dit, visiblement nerveux. Cela ne m'a pas surpris, seulement la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Comment l'a-t-elle appris? Maman le lui a dit. L'avocat lui a envoyé la documentation financière et au milieu se trouvait la copie du Nouveau Testament. Salomé m'a appelé, désespéré. Qu'a-t-elle dit exactement? Que tu ne peux pas lui faire ça, qu'elle est ta fille et que tu l'as punie pour avoir soutenu maman. Que ce n'est pas juste. Et elle prépare quelque chose? Adrien a haussé les épaules. Elle n'a rien voulu me dire, mais quand elle m'a appelé, elle parlait avec maman. Elles étaient toutes les deux très agitées. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai trouvé 2 agents de la police nationale, un homme et une femme, tous deux avec une expression professionnelle et sérieuse.
Êtes-vous le propriétaire de la résidence? A demandé l'agent. Oui. Quelque chose s'est passé? Nous devons vous poser quelques questions concernant une plainte qui a été déposée. Pouvons-nous entrer? J'ai senti un poids dans mon estomac, bien que j'ai essayé de garder un visage neutre. Quel genre de plainte? Violence conjugale, a répondu l'agent. Votre fille affirme que vous avez agressé physiquement votre femme pendant sa convalescence après l'accident. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, incapable de traiter l'information. Quand j'ai finalement pu parler, ma voix est sortie ferme. C'est complètement faux. Ma femme et moi sommes en procédure de divorce. Cette plainte est une mesure de rétorsion. Les agents sont entrés, se sont assis dans le salon avec moi et ont commencé à poser des questions sur la convalescence d'Evelyne, sur notre relation et si j'avais déjà agi de manière agressive ou physique. J'ai répondu calmement, en détaillant tout. Quand ils ont demandé des preuves d'où j'étais aux dates mentionnées, j'ai pris mon téléphone et j'ai montré mon agenda de travail, les heures enregistrées, les consultations médicales et les séances de kinésithérapie où j'avais moi-même emmené Evelyne, les justificatifs des congés familiaux demandés pour m'occuper d'elle. J'ai aussi tous les rapports cliniques, ai-je ajouté, les bilans, la kinésithérapie, les examens. S'il y avait eu la moindre agression, les médecins l'auraient détecté. Ils ont tout documenté. Les agents ont échangé un regard. Nous devrons poursuivre la procédure, a dit le policier. Mais nous vous remercions de votre collaboration. À peine était-il parti, j'ai appelé mon avocat. Salomé a déposé une plainte disant que j'ai maltraité Evelyne pendant sa convalescence. Elle a dit, quoi, incrédule. La police vous a déjà parlé? Oui, ils sont venus aujourd'hui. Je leur ai tout montré. Les registres de travail, la documentation médicale, mon agenda. Cela ne complique pas seulement le divorce, a-t-il dit d'une voix tendue, mais c'est aussi un délit. Si elle a fait ça pour influencer la procédure, c'est une dénonciation calomnieuse, c'est encore plus grave. Vous pouvez prouver que c'est un mensonge. Adrien était avec vous tout le temps. Il peut témoigner. Je n'ai jamais levé la main sur Evelyne. Parfait. Nous allons aussi demander les dossiers médicaux de l'hôpital et de toutes les séances de thérapie. S'il y avait eu la moindre violence, ce serait dans ces documents. L'absence de preuves joue totalement en votre faveur. L'enquête de police est devenue un tourment. Plusieurs dépositions, des entretiens avec Adrien, la remise de justificatifs financiers montrant chaque paiement que j'avais fait pour les soins d'Evelyne. Adrien a été impeccable. Il a expliqué comment j'étais présent tous les jours, comment il n'avait jamais vu un seul geste agressif de ma part. Salomé ment, a-t-il déclaré aux inspecteurs. Elle est en colère parce que mon père l'a retirée du testament. C'est de la vengeance. La police a également interrogé Salomé et Evelyne. Une semaine plus tard, mon avocat a reçu les procès-verbaux d'audition. Dès la première question, l'histoire de Salomé a commencé à s'effondrer. Elle a affirmé que tout s'était passé un mardi soir, mais je travaillais jusqu'à 20h30 ce soir-là, avec des gens qui pouvaient le confirmer. Elle a dit avoir été témoin d'agressions plusieurs week-ends, mais elle ne venait à la maison que certains week-ends, et j'avais des justificatifs des consultations médicales où j'avais emmené Evelyne précisément ces jours-là. Il n'y avait aucun dossier clinique avec des signes de violence. Quand ce fut au tour d'Evelyne de témoigner, elle a confirmé tous les mensonges de Salomé, même quand les inspecteurs lui ont montré que les dates ne coïncidaient pas et que les rapports médicaux contredisaient ses déclarations. C'est là que j'ai compris qu'elles avaient tout planifié ensemble, mère et fille, essayant de me détruire pour préserver un héritage. Ça fait mal de découvrir que votre propre fille serait prête à ruiner votre réputation ou même à vous envoyer en prison juste pour gagner de l'argent. 2 jours plus tard, mon avocat m'a rappelé. Adrien m'a montré quelque chose d'important, a-t-il dit. L'ancien ordinateur portable de Salomé, celui qu'elle a laissé chez vous. Il l'utilisait pour ses devoirs et sa session était ouverte. Il a trouvé des conversations complètes avec Evelyne. Il y a des messages datant du moment où Salomé a découvert le testament mis à jour. Nous devons faire quelque chose avec papa. J'ai une idée. 3 jours plus tard, Salomé déposait sa plainte. Mon avocat a tout imprimé, mais le plus révélateur était un échange spécifique. Après avoir déposé la plainte, Evelyne a écrit « Tu penses que ça suffira pour obtenir son argent ?» Salomé a répondu « Il le faut bien. Je ne vais pas tout perdre juste parce qu'il nous complique les choses.
Elles avaient tout laissé écrit noir sur blanc. L'enquête a pris fin et l'affaire a été transmise au parquet. 3 semaines plus tard, le procureur de la République a analysé les preuves et a classé l'affaire sans suite, mais a décidé d'ouvrir une enquête pour dénonciation calomnieuse. Dans le divorce, cela détruisait toute la crédibilité des deux. La police va clore l'enquête sur les violences, a expliqué mon avocat. Il n'y a pas de preuves. Les déclarations se contredisent et il y a des preuves de coordination. Nous allons nous assurer que le juge aux affaires familiales voit chaque document. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard. Lorsque mon avocat a présenté la motion pour inclure l'enquête de police dans la procédure de divorce, sa stratégie est devenue claire, démontrée, sans laisser de place au doute, qui était vraiment Evelyne et comment elle se comportait quand elle croyait que personne ne la regardait. Il a préparé un dossier volumineux avec des rapports, des transcriptions et des captures d'écran, tout organisé de manière impeccable pour que la juge puisse suivre pas à pas la chaîne de décision qu'Evelyne avait prise. L'avocat d'Evelyne, de son côté, a tenté d'empêcher cela dès la première minute. Il a allégué que les preuves étaient très préjudiciables et n'avaient aucun rapport direct avec les affaires matrimoniales. Selon lui, présenter ce matériel ne servait qu'à introduire de la mauvaise foi dans le processus. Mais lorsque la juge a pris les documents et a commencé à les analyser, l'atmosphère est devenue immédiatement tendue. Il n'a fallu que quelques minutes pour qu'elle lise les messages entre Evelyne et Salomé, et examine les incohérences de leurs histoires. Finalement, elle a levé les yeux, complètement sereine, et a dit « La preuve est recevable ». Cette information concerne directement le caractère et la crédibilité des parties impliquées. Elle reste au dossier. À partir de ce moment, j'ai su que le cours du procès avait changé. Le matin de l'audience, je suis arrivé tôt. Je me suis assis à côté de mon avocat, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de rester calme. Quand Evelyne est entrée avec son représentant légal, j'ai remarqué qu'elle était nerveuse par la façon dont elle évitait mon regard. Il n'y a pas eu de salut, pas même un regard. Elle a simplement tourné la tête et s'est assise, rigide, comme si elle souhaitait que tout se termine rapidement. Salomé n'a pas comparu. Son propre avocat lui avait recommandé de rester loin du tribunal, car il existait une possibilité réelle qu'elle fasse face à des accusations pénales. Ce détail parlait de lui-même. Le procès a duré 2 longues heures, bien que pour moi, cela ait semblé beaucoup plus long. Mon avocat a présenté un récit complet, a relaté le début de l'affaire avec Bastien. Il a montré les messages où Evelyne admettait m'avoir utilisé par commodité financière. Il a exhibé les relevés bancaires qui mettaient en évidence comment mes ressources étaient consommées tandis que les siennes restaient intactes, et a reconstitué minutieusement la chronologie qui prouvait qu'Evelyne prévoyait de m'abandonner avant même d'avoir totalement recouvré la santé. Jusque-là, tout était déjà dévastateur. Mais ce qui a vraiment scellé l'affaire, c'est lorsqu'il a présenté la fausse plainte. L'avocat d'Evelyne s'est levé et a tenté de bloquer la présentation des preuves avec un discours théâtral. La juge l'a interrompu avant qu'il ne termine. Objection rejetée. Continuez. Mon avocat a décrit la situation sans exagération, d'un ton ferme mais sobre. Madame la juge, ce que nous voyons ici est un schéma constant de manipulation. Madame Evelyne a permis à son mari d'épuiser toutes ses ressources pour la maintenir en vie pendant qu'elle prévoyait de le quitter. Et quand il a découvert l'infidélité et a demandé le divorce, elle a encouragé sa fille à fabriquer une fausse plainte dans le but de détruire sa crédibilité. Ce n'est pas une erreur impulsive, c'est un comportement systématique pour éviter d'affronter les conséquences de ses propres actes. La juge s'est tournée vers Evelyne. Madame a-t-elle quelque chose à dire? L'avocat d'Evelyne est intervenu à nouveau, alléguant des failles dans l'enquête et justifiant les prétendues inquiétudes de Salomé. La juge a alors lu à haute voix une partie de la transcription. Elle a demandé si une fausse plainte serait suffisante pour garantir l'argent du père. Cela ne décrit pas une préoccupation, cela décrit une fraude délibérée. Le silence qui a suivi a été absolu. L'avocat d'Evelyne a renoncé et s'est assis. Après avoir examiné les documents pendant encore 15 minutes, la juge a annoncé la sentence. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. Tous les biens matrimoniaux seront partagés à parts égales conformément aux lois en vigueur. Cela inclut les fonds privés de Madame Evelyne. Concernant Adrien, compte tenu de son âge, de sa préférence exprimée et du schéma de comportement de la mère, il est déterminé qu'il résidera exclusivement avec le père jusqu'à sa majorité. De plus, Madame Evelyne devra rembourser à monsieur la moitié des frais médicaux découlant de sa convalescence. La dissolution sera formalisée dans les 90 jours.
La séance est levée. Evelyne s'est levée comme si elle avait reçu une décharge électrique. C'est absolument injuste. La juge a répondu avec un calme de fer. Asseyez-vous, Madame Evelyne. Ce tribunal a pris en compte votre conduite, en particulier votre participation à des accusations fausses et coordonnées. Toute affaire pénale connexe sera traitée séparément. Son avocat l'a prise par le bras et l'a fait s'asseoir. Je l'ai juste observé quelques secondes avant de quitter la salle, avec la certitude que pour la première fois depuis longtemps, la vérité avait prévalu sur la version déformée qu'elle racontait toujours. Je suis sorti de ce tribunal avec tout ce qui m'appartenait légalement. Ma maison, la moitié des économies secrètes qu'elle avait tenté de cacher, la garde exclusive de mon fils et une ordonnance de remboursement de 30 000 €. 90 jours plus tard, le divorce était officiellement cloué. À ce moment-là, j'avais déjà un pressentiment que je ne pouvais ignorer. J'ai donc continué à enquêter sur Bastien, l'homme sur lequel Evelyne avait misé son avenir. Ce que j'ai trouvé a dépassé toutes mes attentes. Bastien avait une femme, pas une ex-femme. Une femme, légale, actuelle. Vivant avec lui sous le même toit pendant qu'ils travaillaient sur leur relation. Evelyne ne le savait pas ou n'avait pas voulu le voir. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, alors j'ai commencé à chercher ce que je pouvais. Les registres publics, les profils sociaux, les vieilles photos. J'ai trouvé des images du mariage de Bastien publiées à peine 3 ans plus tôt, des photos de famille récentes prises 8 mois auparavant et le nom de sa femme sur l'acte de propriété de la maison. La preuve était si évidente que seule une personne aussi aveugle qu'Evelyne aurait pu croire les histoires qu'il racontait. J'ai tout rassemblé méticuleusement. Des captures d'écran des conversations d'Evelyne, des reçus d'hôtel cachés parmi nos factures, une chronologie comparant la séparation qu'il alléguait avec les dates réelles de l'affaire. Puis j'ai rédigé un courriel court et direct. Je pense que vous devriez savoir ce que fait votre mari. 6 juin les preuves. Bonne chance. 3 jours plus tard, elle a déposé la demande de divorce, et contrairement à Evelyne, cette femme n'a pas hésité une seconde à protéger ses intérêts. Elle lui a absolument tout pris. La maison, les véhicules, les actifs de l'entreprise. Bastien est littéralement passé d'une vie confortable à dormir sur le canapé de quelqu'un d'autre en essayant de réorganiser sa vie. Et avec ça, la grande romance d'Evelyne s'est effondrée. Elle avait misé son mariage, sa stabilité financière et sa réputation sur un homme qui s'est retrouvé sans abri et sans argent. C'est Adrien qui m'a raconté comment le reste s'est déroulé. Il l'a su par Salomé, qui a tout entendu directement d'Evelyne. Apparemment, Evelyne et Bastien avaient décidé de prendre du temps pour réfléchir. La vérité était simple, aucun des deux n'avait d'argent. Evelyne a emménagé temporairement dans l'appartement de Salomé, mais il y avait un problème évident. Salomé était une étudiante avec un travail à temps partiel. Elle pouvait à peine subvenir à ses propres besoins, et encore moins entretenir une adulte sans revenu, habituée à dépenser comme si elle avait encore la stabilité qui n'existait plus. Evelyne a brûlé presque tout l'argent qu'elle a reçu lors de la séparation, des vêtements chers, une nouvelle voiture, des dîners, des achats impulsifs, des tentatives ridicules d'impressionner Bastien quand elle croyait encore qu'il était son billet de sortie. Elle s'est retrouvée sans économie, sans partenaire, sans maison et sans réputation. Puis l'inévitable est arrivé. Le parquet a engagé des poursuites contre elles deux pour la fausse plainte. Salomé a été accusée de dénonciation calomnieuse. Evelyne a reçu en plus une accusation de complicité. Elles ont accepté une composition pénale pour éviter pire, des travaux d'intérêt général, des amendes, une inscription au casier judiciaire. Mais le pire n'a pas été la punition, ce fut le casier judiciaire. Elles se sont toutes les deux retrouvées avec des antécédents et l'université de Salomé a été informée de tout. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ce qu'elles avaient essayé d'utiliser contre moi ne se retourne complètement contre elles. La procédure disciplinaire ouverte par l'université a avancé plus vite que prévu. Lorsque les messages et la composition pénale ont été révélés, la bourse d'études de Salomé a été révoquée et elle a été suspendue pour violation du code de conduite des étudiants. Sans soutien financier et ne pouvant plus compter sur moi, retourner étudier est devenu impossible. 3 mois après la finalisation du divorce, Evelyne est apparue chez moi sans prévenir. J'étais seul. Adrien était sorti voir un ami quand j'ai entendu la sonnette. J'ai regardé par le Judas et je l'ai reconnu immédiatement. L'usure des derniers mois était visible. Elle semblait plus fatiguée, vieillie, comme si 5 ans lui étaient tombés dessus d'un coup. J'ai ouvert la porte,
mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Salut, a-t-elle dit presque dans un murmure. Qu'est-ce que tu veux, Evelyne? On peut parler, s'il te plaît? Juste quelques minutes. J'ai pris une profonde inspiration, je suis sorti sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi. Je n'allais pas lui permettre de rentrer à nouveau dans ma maison. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit immédiatement, les yeux embués. Tout ce qui s'est passé. Je n'étais pas dans mon assiette. L'accident m'a troublé. Il m'a mis hors de moi. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu sais exactement à quoi tu pensais, ai-je répondu en gardant une voix ferme. Tu as pensé que tu pouvais m'utiliser pour financer ta convalescence et ensuite me quitter pour un autre homme. C'est exactement ce que tu as pensé. Je sais que ça en a l'air. Non, Evelyne, ça n'en a pas l'air. C'est exactement ce que tu as fait. Je le sais parce que j'ai les messages. Tu as planifié chaque étape. Elle pleurait déjà. Pardonne-moi. Je t'ai fait du mal. Je le sais. J'ai eu tort. Mais maintenant, je traverse un moment très difficile. J'ai pensé que peut-être on pourrait, je ne sais pas, essayer d'arranger les choses. Tu veux revenir avec moi, ai-je demandé sans détour. Elle m'a regardé avec ce regard qui un jour m'avait ému, mais qui maintenant ne me causait que de la lassitude. Non, ai-je répondu sans hésiter. S'il te plaît, je suis vraiment mal. Bastien n'est plus là. Salomé peut à peine subvenir à ses propres besoins. Je n'ai nulle part où aller. Tu as 100 000 euros. J'en ai déjà dépensé la majeure partie. Ce n'est pas mon problème. De plus, tu as une voiture et un diplôme d'infirmière. Tu peux te débrouiller seul. Comment peux-tu être si froid après tout ce que nous avons vécu? J'ai ri. J'ai littéralement éclaté de rire. Tu me demandes vraiment ça? J'ai utilisé mes propres ressources pour te sauver la vie. Pendant que je faisais ça, tu prévoyais de t'enfuir avec un autre homme. Tu as annoncé le divorce devant nos enfants. Tu as monté notre fille contre moi et ensuite tu as dit que j'étais une perte de temps. Et maintenant, tu es surprise que je sois froid. J'ai dit que je regrettais. Et ça m'est égal. Tu as pris ta décision. Tu voulais explorer, vivre, ne pas perdre ton temps avec moi? Alors fais-le, mais loin de ma maison. Et où crois-tu que je dois aller? Ça m'est complètement égal. Appelle Bastien, Salomé ou tes amis du groupe de soutien, mais arrête de me chercher. C'est fini, Evelyne. Alors que je me tournais vers la porte, je l'ai entendu. Et les enfants? Tu ne veux pas essayer pour eux? Je me suis arrêté un instant. Adrien est avec moi. Tu peux avoir une relation avec lui s'il le veut, mais toi et moi, nous ne serons plus jamais un couple. Accepte-le. Je suis entré et j'ai fermé la porte, observant par la fenêtre pendant qu'elle restait à pleurer sur le perron quelques minutes avant de partir. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. 2 semaines plus tard, l'histoire s'est répétée, mais cette fois avec quelqu'un dont la situation m'a vraiment fait de la peine. Salomé. La même sonnette, le même regard par le Judas, et pourtant j'ai ouvert la porte en gardant une expression aussi neutre que possible. Salut, papa, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Salomé. Je peux entrer? Non. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Alors parle. Je veux te demander pardon pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour avoir soutenu maman, pour la plainte, pour tout. J'ai eu tort. D'accord, ai-je répondu sans rien ajouter. Elle semblait attendre un câlin, une absolution, quelque chose. Comme je ne disais rien, a-t-elle continué. Et pour l'héritage, papa? S'il te plaît, je sais que j'ai eu tort, mais je suis toujours ta fille. Tu es une adulte qui a pris des décisions d'adulte. Tu m'as traité d'égoïste et de contrôleur pour ne pas avoir soutenu l'infidélité de ta mère. Tu as déposé une fausse plainte contre moi. Tu as choisi son camp. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Je n'étais pas au courant de l'infidélité à ce moment-là. Si, tu le savais. Je te l'ai dit lors de la réunion de famille et ça t'était égal parce que tu étais trop occupé à la défendre. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne peux pas m'en sortir seul, papa. Maman est surchargée. Je ne peux pas payer l'appartement. J'ai perdu ma bourse.
L'université est très chère. Tu as 19 ans. Trouve un travail. Demande des prêts étudiants. Fais ce que des millions de jeunes font. Tu vas abandonner ta propre fille, a-t-elle demandé d'une voix brisée, s'accrochant à la dernière goutte de compassion qu'elle croyait exister entre nous. Je l'ai regardé fermement, sans détourner le regard. Pas avec colère, mais avec une clarté que j'avais mis des mois à atteindre. Je ne t'abandonne pas, Salomé. Je te traite comme l'adulte que tu as prétendu être quand tu as choisi de soutenir toutes les décisions de ta mère. Tu m'as dit de surmonter ça, que j'exagérais. Eh bien, c'est ce que signifie assumer des choix d'adulte. Tu as gagné cette place toute seule. Elle a cligné des yeux, incrédule. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas payer l'université. Je ne peux pas payer le loyer. Sa voix s'effondrait à chaque mot. Je m'occupais de ça quand tu étais mineur et sous ma responsabilité, ai-je répondu sans la prévenir. Mais tu n'agis plus comme quelqu'un qui occupe cette place. Tu t'es éloigné toi-même quand j'avais le plus besoin de toi et en plus, tu as participé à une manipulation légale que tu savais pouvoir me ruiner. Ce n'est pas ce que fait une fille qui veut du soutien. C'est ce que fait quelqu'un qui a choisi un camp, et tu as choisi, sans hésiter. Je n'ai jamais pensé que tu me couperais l'aide pour mes études, a-t-elle murmuré comme si le monde s'écroulait sur elle. Les frais de scolarité qui t'étaient destinés vont maintenant à Adrien, ai-je expliqué avec la même fermeté. Il ne m'a pas tourné le dos, il n'a pas essayé de me nuire et il a continué à agir comme quelqu'un qui apprécie d'avoir son père dans sa vie. Papa, a-t-elle tenté, croyant que le simple fait de répéter le mot changerait quelque chose. Salomé, la vie ne fonctionne pas comme ça. Je te le dis sans colère. Tu as choisi de croire ta mère, même quand tu avais des preuves de ce qu'elle faisait. Tu m'as traité de contrôleur, d'égoïste, de cruel. Tu as préféré me voir comme le méchant parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Et maintenant, tu es surprise que je ne continue pas à te soutenir comme avant. Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Elle a fait un pas en arrière, détruite. Alors, il n'y a pas de retour en arrière? Concernant ta vie, tu peux la reconstruire. Tu peux travailler, étudier, demander des bourses, ce que tu veux. Mais en ce qui concerne mon soutien financier et ta place dans ma maison, non, cette étape est terminée. Elle a pincé les lèvres en essayant de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Elle est restée là, debout, tremblante, les larmes coulant sans qu'elle essaie même de les sécher. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, a-t-elle murmuré. Tu vis les conséquences des décisions que tu as prises. Je suis désolé pour toi, mais je ne vais pas te sauver de quelque chose que tu as toi-même causé. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Salomé m'a observé quelques secondes comme si elle attendait que je change d'avis au dernier moment. Quand elle a vu que cela n'arriverait pas, elle a fait demi-tour et a descendu les marches lentement, les épaules affaissées. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière elle, laissant ma main reposer sur le bois un instant, écoutant ses pas s'éloigner. Il n'y avait pas de rancune dans mes pensées, seulement une fermeté tranquille que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était la première fois depuis des mois que je m'autorisais à respirer sans culpabilité. Je suis monté à l'étage jusqu'au salon et j'ai trouvé Adrien qui m'observait depuis le couloir, sérieux, presque en train d'évaluer si j'allais bien. Je vais bien, ai-je répondu. Et cette fois, je l'ai dit avec une totale honnêteté. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Il l'a senti, comprenant bien plus que ce que j'avais dit. Cette nuit-là, j'ai dormi sans aucun poids sur la poitrine, conscient que j'avais enfin fermé une porte que je n'aurais plus jamais besoin d'ouvrir. Commentaire, merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Elle nous rappelle à quel point il est vital de connaître sa propre valeur, surtout quand on a tout donné pour quelqu'un. Poser des limites claires n'est jamais un acte d'égoïsme, mais une preuve de respect envers soi-même. La vraie force se trouve souvent dans le courage de choisir sa propre paix intérieure, même si cela implique de devoir laisser certaines personnes derrière soi. Chacun est responsable de ses actes, et accepter cette vérité est le premier pas vers la guérison. J'espère que cela vous encourage à toujours honorer votre dignité et votre gentillesse. N'oubliez jamais que vous méritez des relations basées sur la réciprocité et la loyauté. Votre bien-être émotionnel est une priorité absolue qui ne devrait jamais être négociable. Entourez-vous de personnes qui reconnaissent votre soutien et vous élèvent. Prenez soin de vous et de votre cœur. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.
D'autres histoires arrivent bientôt.